Et maintenant, il me fait plaisir de vous présenter notre premier conférencier. Il s'agit de M. Pierre Noreau, qui est professeur de droit à l'Université de Montréal. Alors, c'est un plaisir, un grand plaisir pour moi de le présenter ce matin. Pierre Noreau, qui a été un de mes professeurs de doctorat à l'Université de Montréal. C'est un plaisir de le retrouver ici aujourd'hui dans ce contexte particulier en hommage aux 40 ans de la Charte, de la Charte des droits et libertés. Alors, Pierre est donc professeur à la faculté de droit. Il œuvre principalement dans le domaine de la sociologie du droit. Il a été président de l'ACFAS de 2008 à 2012. Il a été aussi directeur du Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la francophonie de 2009 à 2013 et puis ensuite vice-recteur à la programmation et au développement de l'AUF de 2011 à 2014. Ses travaux portent notamment sur le fonctionnement et l'évolution du droit contemporain, l'accès au droit et à la justice et la diversité ethnoculturelle. Il est ici avec nous ce matin pour nous présenter les résultats d'un sondage qu'il a réalisé pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, sondage intitulé sondage qui porte sur les droits de la personne et la diversité. Et sa présentation est intitulée « De la charte à la culture des droits, les diverses figures de la diversité ». Merci Pierre d'être avec nous. Merci. Alors merci. Oui, je vais te présenter les résultats de cette recherche-là qui a été menée, pas seulement à la demande de la Commission, on a essayé dans le processus de la mener avec la Commission en réfléchissant à ce qui valait la peine d'être connu sur le rapport que les Québécois entretiennent à la diversité, quelle que soit la forme de cette diversité-là. Et de voir un peu, ça permettait de mesurer à la limite les limites de la façon dont on traite généralement la question de la diversité. Le fait qu'on restreint souvent cette diversité à seulement certains champs possibles de la diversité. On sait qu'au Québec, par exemple, la question religieuse a été considérée souvent comme dominante, comme l'objet principal, le lieu principal d'une éventuelle discrimination, puis l'objet d'un grand débat collectif. En fait, l'étude le révèle, mais en même temps montre qu'au plan de la diversité, en tout cas, il y a beaucoup d'autres questions qu'on doit savoir se poser au plan collectif. On parlait tout à l'heure, je fais juste une parenthèse là-dessus, du fameux texte de Jacques-Yvan Morin de 1963. Et j'ai mangé avec lui la semaine dernière et on discutait encore de ce texte-là, c'est-à-dire du contexte dans lequel il l'avait rédigé. Je viens de dire que dans l'ouvrage qu'on a fait ensemble, Pierre Salis et puis d'autres collègues comme François et puis Martine Valois, il y a un texte supérieur qui a été rédigé par Pierre Salis, où j'étais le prof de Christine Bézina, mais Pierre Salis a été le prof. Dans lequel il rappelle les conditions de naissance et de développement de cette loi. Je l'indique parce qu'on cherchait un endroit où le mettre, et puis on a décidé de rappeler, dans un contexte très spécifique, mais tout de même, l'origine de cette charte, mais aussi ses origines premières, au plan de ces textes-là, de ces projets-là, proposés par Jacques-Yvan Morin. Il fallait que ce soit quelque part consigné, et puis Pierre s'est occupé de ça. Alors, je vous l'indique parce que si vous voulez avoir, au fond, il y a peu de choses sur cette origine-là. Si vous voulez avoir un tour d'horizon de ça, c'est peut-être le texte à consulter à l'intérieur de cet ouvrage qui porte sur les conditions de nomination des juges administratifs, en tout cas des décideurs publics indépendants au Québec. Revenons-en à l'étude. Alors, donc, une étude qui a été menée à la demande de la Commission, et puis avec elle, dans la mesure du possible, dans des perspectives qui sont des perspectives plutôt de sociologie. La question, c'est de savoir, au fond, comment est-ce qu'on vit les uns et les autres, comment on est capable de vivre, ou quelles difficultés on a de vivre avec la diversité, qui est un fait social connu, observable, quotidien. Et en mesurant les choses, et en se disant que peut-être la mesure qu'on prendrait serait imparfaite, pour toutes sortes de raisons, mais qu'au moins il en fallait une première. Peu d'études avaient été menées là-dessus, quelques questions parfois sur un sondage ou un autre. Il y a eu des questions qui ont été posées dans la foulée de la commission, ou Charles-Taylor, souvent sur des aspects un peu accessoires. Donc on n'avait pas grand-chose sur lequel s'appuyer. Et on s'était dit,
dit, lorsqu'on y a pensé, qu'il faudrait qu'il y en ait une autre, en fait, et je conclurai sans doute là-dessus. À tous les 3 ou 4 ans, ça vaudrait la peine qu'on regarde où on en est collectivement avec la question de la diversité, mais il fallait quand même qu'on ait une première photographie avant de pouvoir avoir le film, qui, dans le fond, ne peut être vu que lorsqu'une succession d'études du même genre viennent mesurer l'évolution de notre rapport à la diversité. Construire une étude là-dessus posait beaucoup de problèmes parce qu'on s'était dit au départ qu'on pourrait facilement puiser et s'inspirer des recherches menées dans d'autres juridictions sur ces questions-là. On s'est rendu compte que c'était plus difficile que ce qu'on avait, ça qu'on pensait, je dirais, dans un premier temps parce que ce qu'on a réalisé, c'est que jusqu'à quel point cette question-là de la diversité est connotée collectivement. C'est un fait qui est culturel au sens général du terme. Le rapport à la diversité n'est pas seulement un fait observable, c'est aussi une façon de vivre ensemble et ce qui est au cœur du questionnement est très déterminé par la société dans laquelle on est. Par exemple, toutes les études menées en Europe portent principalement sur des questions de xénophobie, de racisme, toute la question de la discrimination par rapport à la communauté juive, par exemple. Ce sont des trucs qui ont marqué l'histoire de l'Europe et qui finalement sont des marqueurs de leur réflexion sur la diversité. Aux États-Unis, les études portent essentiellement sur le rapport aux communautés afro-américaines ou aux communautés hispaniques. Au plan canadien, la plupart des recherches ne portent pas tellement sur la diversité ou sur le rapport à la diversité, mais sur le multiculturalisme, c'est-à-dire à partir d'une perspective qui essaie de mesurer le rapport des Canadiens les uns par rapport aux autres en tenant compte de leur diversité, mais sur l'idée que ce qu'on s'attend, c'est qu'il y a une prédisposition positive des gens les uns par rapport aux autres. Ça nous oblige de réfléchir aux caractéristiques de la charte qui, en fait, ne visent pas nécessairement à favoriser l'affection mutuelle jusqu'à un certain point, mais le fait d'être capable de vivre bien ensemble. C'est-à-dire, dans le fond, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre une chose, mais si on peut bien vivre ensemble. Et donc, il a fallu qu'on construise nos outils très largement à partir de cette perspective-là. Et donc, on y allait un peu sans filet, là, parce qu'il fallait construire nos variables, construire des questions, éviter que ces questions-là soient tendancieuses ou que les échelles qu'on donnait pour des réponses soient tendancieuses. Ça a été un travail compliqué, puis on a réfléchi beaucoup. Je pense qu'il y a dû avoir 12 ou 13 versions différentes du questionnaire, peut-être plus encore. Et donc, c'est le produit de cette espèce de discussion entre nous, qui, nous, à la fois les gens de la commission et les autres membres de cette équipe-là, Chandra Van Prague de McGill, Emmanuel Bernheim de l'UQAM, Jean Hermandier de l'Université de Sherbrooke, Pierre-Alain Cote-Noir, qui est un chercheur qui travaille comme professionnel de recherche, mais qui a beaucoup contribué à définir certaines de ces variables-là. Et donc, c'est cette équipe-là, avec aussi Pascal Fournier de Sciences politiques de l'Université de Montréal. C'est cette équipe-là qui a essayé de réfléchir aux meilleures questions à poser. Et là, on va voir si on a eu les meilleures réponses possibles. Alors, une enquête qui a été menée essentiellement sur un sondage. C'est un sondage qui est mené chez des répondants qui sont tous majeurs. Dans cette période très précise, j'insiste sur cette période du 13 avril au 29 juin 2015. C'est une période qui est assez mouvementée, notamment à cause des mouvements étudiants en UQAM, et on va voir que ça a des effets. Que ça a été mené pendant cette période-là, notamment sur le rapport ou l'opinion des gens par rapport aux manifestants, par exemple. Parce qu'on ne peut pas exclure que le contexte dans lequel on mène une enquête comme ça influe sur c'est inévitable, ça influe sur les réponses. 1500 répondants, la plupart des sondages, il faut autour de 1000 répondants. On a insisté pour avoir suffisamment de répondants pour pouvoir ventiler en fonction de sous-catégories. Aussi parce que les taux de réponse, généralement, sont faibles dans les sondages. Maintenant, bon, ici, nous, on a insisté, et c'est pour ça que le sondage s'est mené sur une si longue période. 36% actuellement, c'est un excellent taux de réponse pour un sondage. Généralement, on fait 18%, c'est dans le meilleur des cas. Et puis la durée moyenne du sondage, ça c'est très intéressant pour nous, c'est 25 minutes et 20 secondes. Les 20 secondes ne sont pas importantes, mais 25 minutes sont importantes. Pourquoi? Parce que les gens se lassent dans un questionnaire. À un moment donné, après 15 minutes, 10 minutes, ils décrochent, puis on a beaucoup d'abandon. Et dans ce cas-ci, apparemment, on est sur une question qui intéresse les gens parce qu'on a réussi à maintenir un grand nombre de répondants pendant 25 minutes pour en discuter. Il y a peu de questions qui suscitent autant d'intérêt que ça. L'expérience précédente, on a des questionnaires longs sur la langue, lorsque tout le monde est dans la rue, là, sur les questions linguistiques, là, dans un contexte où la question de la langue se pose, là, on est capable de faire le monde jusqu'à 30 minutes dans ce sondage. Et autrement, c'est compliqué. Et là, je trouve qu'il y a une vraie question là, puisque les répondants eux-mêmes, en fait, choisissent de répondre jusqu'à la fin.
Pour le reste, c'est la limite de la recherche. Cette recherche-là n'est pas une bonne mesure de l'expérience de la discrimination. Il y a de beaucoup meilleures études que ça, dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est une mesure assez intéressante, assez juste, je dirais, des attitudes, des opinions que les gens entretiennent par rapport à la question de la diversité. Je distingue ici juste attitude, opinion. L'opinion, c'est dans le sens plus général, on dit, c'est comment, qu'est-ce qu'on croit d'eux, alors que l'attitude, c'est généralement la position qu'on tiendrait dans une situation théorique. Si vous vous trouviez en telle situation, comment vous réagiriez? C'est deux mesures un peu différentes. C'est très corrélé. En général, les gens sont très cohérents. Quand on fait du sondage, c'est extraordinaire pour ça. On recroit à la rationalité des gens. On pense parfois que les gens font n'importe quoi, disent n'importe quoi. Non, non, non. Ils sont très cohérents. Et en général, quand ils disent une chose, ils en disent une autre que ben du bon sens, compte tenu de la première qu'ils disent. Et lorsqu'on trouve une contradiction dans un sondage, c'est généralement parce qu'on ne pose pas le problème ou on n'analyse pas au bon niveau. Et les gens sont relativement cohérents. Et les opinions se concordent souvent. C'est pour ça que les attitudes et les opinions souvent vont de pair, mais c'est deux types de mesures un peu différents. Évidemment, en mesure des perceptions, c'est très important de comprendre ça. Une partie des opinions qui sont exprimées ne se matérialiseront pas nécessairement dans les rapports entre les individus. C'est très important de comprendre ça. Une étude américaine auquel Jean Herman référait lors de nos discussions indiquait qu'aux États-Unis, dans les années 60, on avait demandé à tous les propriétaires de motels d'une certaine route s'ils accepteraient d'avoir un client noir en pleine période de mouvement pour les droits civiques. Et finalement, la vaste majorité des propriétaires avaient dit que jamais ils recevraient un client noir. Et finalement, ils ont envoyé des noirs demander des places dans tous ces modèles, puis tout le monde a été logé. Alors, ça veut dire qu'on peut avoir une opinion, mais cette opinion-là ne se traduit pas nécessairement dans un comportement. Mais tout de même, il faut comprendre que ça crée une potentialité. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir la potentialité d'un comportement qui peut devenir discriminatoire par rapport à certains groupes particuliers. C'était l'objectif de l'étude. Puis chaque étude de ce genre dit, c'est toujours à la faveur d'un contexte. Nous, autour des questions des manifestants, l'opinion par rapport aux jeunes était très teintée par le fait qu'il y avait ces interactions-là difficiles entre la police, l'administration du CAM et puis les étudiants du CAM eux-mêmes. Ça faisait le téléjournal tous les jours, pour une période en tout cas, et ça, on voit que ça a des effets. C'est pour ces données-là doivent être prises avec plus de suspicion, du moins il faut être plus prudent. Bon, des grands constats, peut-être celui qui était le plus intéressant, je dirais, s'il y a de quoi à retenir, je crois que c'est ça. Pour le reste, c'est des questions qui touchent certains groupes particuliers. C'est que là, on a demandé aux gens, finalement, la charte, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour les minorités? Est-ce que c'est pour la majorité? Ou c'est pour l'ensemble de la population? Et là, le 2/3 des gens disent c'est pour l'ensemble de la population. Je dirais que sur les 40 ans de l'histoire de la charte, c'est peut-être le grand acquis, en fait, que les gens reconnaissent que la loi est faite pour tout le monde, d'une certaine façon. Ça a des contreparties quand même, cette conception-là, on va le voir plus tard, parce que ça donne du droit cette idée qu'on entretient sur une base symbolique. C'est comme l'espèce de contrat social qu'on se donne les uns les autres. Et en contrepartie, modifier la loi, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à envisager quand on pense que c'est la loi, qu'elle est seule, qu'elle est unique, qu'elle est d'application universelle, qu'elle s'applique sans discrimination, etc., etc. À partir du moment où on dit est-ce qu'on pourrait changer la loi pour tout de suite les gens immédiatement. Mais il faut quand même voir, c'est un acquis. Nous, on croyait qu'en fait, une très grande proportion des répondants, parce qu'on a toujours des hypothèses, des fois explicite, des fois implicite, diraient que c'est pour les minorités. Mais en fait, très vastement, pour l'essentiel, pour les 2/3 d'entre eux, les gens considèrent que la charte, c'est pour tout le monde. Et ça, je trouve que ça, comme je dis, sur 40 ans, c'est la grande leçon à retenir. On est obligé aussi de constater une question qu'on pose depuis plusieurs années qui permet de construire des variables un peu composites sur on demande aux gens qu'est-ce qui, dans le fond, est premier dans votre vie, qu'est-ce qui vous sert de référence. Et là, on se rend compte de la très grande diversité de références des gens. Est-ce que c'est les valeurs de société qui guident vos comportements, qui guident de quelle façon, qui dirigent votre vie? Est-ce que ce sont vos intérêts personnels? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est la religion? Et là, on voit en fait, là c'est presque au tiers, là, la très grande diversité de références. Ce qui est intéressant, parce qu'on va en reparler tantôt, du fait qu'il y a une forme de crispation, de cristallisation autour de la question religieuse, il s'agit de parler des droits, seulement 5% des Québécois considèrent que la religion est quelque chose d'important pour diriger leur personne. Et cette question-là est centrale. Le plus de place que la religion prend, du moins, et dans certains cas même une certaine aversion des Québécois par rapport à la religion, dans son ensemble, sans considération pour aucune confession particulière,
c'est un élément clé de cette enquête-là, une des conclusions clés. Il y a quelque chose, en fait, soit de résolu, soit de pas résolu du tout, là, ça dépend de comment est-ce qu'on le voit, mais par rapport aux faits religieux, pris, je dirais, dans son ensemble. Et là, on en a une première expression qui est peut-être l'expression la plus forte qu'on peut mesurer. Sur l'expérience de discrimination, comme je l'ai dit, c'est peut-être la mesure la moins significative qu'on a. C'est très variable. Je reviens sur la question religieuse là-dessus, pardon, on va revenir, parce qu'on voit que, en fait, les gens qui disent dans le sondage avoir été victimes d'une forme ou d'une autre de discrimination, c'est à peu près 20% des répondants, 18% des répondants qui disent qu'ils ont été victimes dans les 2 dernières années d'une forme ou d'une autre de discrimination. La discrimination par rapport aux religieux, c'est 10% de l'ensemble de ceux qui disent qu'ils ont été victimes de discrimination. Il y a beaucoup plus de discrimination ressentie pour des raisons liées à l'âge. Il y a beaucoup plus de discrimination pour des raisons liées au sexe que pour toute autre question, en fait. Et donc, maintenant, ça ne veut pas dire que ces différentes expressions-là de la discrimination conduisent toujours à une plainte particulière. On sait qu'à la commission des droits de la personne, par exemple, les plaintes sont plus nombreuses en proportion, mais on corrigera, René, c'est sur des questions, c'est les personnes handicapées, en fait, qui déposent en proportion le plus grand nombre de plaintes. C'est le motif de discrimination le plus souvent évoqué. Mais même à la commission, la discrimination pour raison religieuse, c'est pas la forme de discrimination dont les gens se disent le plus souvent victimes. Et donc, je l'indique parce que même si on va parler beaucoup de religion, il faut relativiser, et en fait, c'est le discours public, c'est au plan de l'espace public que la question religieuse a été considérée comme centrale, alors qu'en vérité, beaucoup d'autres problèmes se posent sur lesquels il faut travailler maintenant, même s'il ne faut pas exclure qu'au plan symbolique, en tout cas, on ramène souvent à la question des droits, à la question des droits religieux. Bon, c'est une ouverture à géométrie variable selon les groupes quand même. Là, si on regarde, si on demande aux gens, quelle est votre prédisposition? Avez-vous une opinion plutôt positive, plutôt négative ou complètement négative des groupes? On se rend compte que pour un certain nombre de groupes qui sont susceptibles d'être victimes de discrimination, puis pour lesquels la Charte garantit les droits, les handicapés, par exemple, les personnes de couleur, les jeunes, les homosexuels, il y a une intégration complète. Ça fait partie de la vie. Si on avait fait ce sondage-là il y a 40 ans, sur la question de l'homosexualité, par exemple, je pense qu'on aurait une proportion beaucoup moins importante. Je spécule, mais on peut assez facilement le supposer. Et je dirais même chose pour les personnes handicapées. Et je crois que là, il y a quelque chose qui montre que pour, en tout cas, beaucoup de groupes, la distinction, la différence est acceptée comme un fait normal. On tombe sur un deuxième groupe ici, les Autochtones, les personnes d'autres origines ethniques, les personnes d'une autre religion. C'est quand même autour de 75%, c'est-à-dire que ces groupes-là sont abordés positivement, les gens ont une opinion positive de ces groupes-là, pour des proportions qui sont quand même importantes. Vous voyez ici, là, 75, 77%, la contrepartie, c'est de 25%. Et là, ça, c'est un noyau dur qu'on a rencontré plusieurs fois. Cette proportion-là est assez emblématique de la proportion de la population qui résiste, en fait, à la question de la diversité. Et alors que, pour l'essentiel, en principe, on va voir que quand tu le vois dans le détail, c'est des voies plus compliquées. Les autres groupes, en fait, il y a à peu près 25%. La question de ce 25%-là revient constamment, c'est pas une constante sociologique, mais on l'a mesuré plusieurs fois, de plusieurs façons. Il y a 25% de gens qui résistent. On les appelait les réfractaires à un certain moment pour les nommer, pour pouvoir les... Et on ne voulait pas les caricaturer, donc on n'a pas utilisé l'expression vraiment dans le rapport. Ce qui est l'élément peut-être qui nous a le plus surpris, c'est que les méfiances les plus importantes ne sont pas nécessairement entretenues vis-à-vis des gens d'autres religions, mais, ou même des gens d'autres origines ethniques, mais par rapport aux assistés sociaux. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le groupe qui est le plus susceptible d'être victime de discrimination. Et c'est une chose qui passe un peu inaperçue. Dans les débats des dernières années, c'est pas là-dessus qu'on a insisté, mais le potentiel de discrimination est beaucoup plus élevé, en fait, vis-à-vis de ce groupe-là, vis-à-vis de n'importe quel autre groupe. Je vais insister ici sur la question des Autochtones, parce qu'on peut considérer que les gens qui, généralement, entretiennent une méfiance par rapport aux personnes d'autres origines ethniques, ce sont les mêmes qui entretiennent une forme de résistance et puis des inquiétudes par rapport aux Autochtones. Il y a une corrélation ici entre, et ça se comprend si on définit les Autochtones à partir de leurs différences culturelles. En fait, ça s'explique assez bien et ce sont souvent, en fait, les mêmes répondants. Il y a quelque chose de réfléchir sur la question autochtone qu'on ne peut pas réfléchir aussi finement qu'on aurait voulu dans le cadre d'une enquête comme ça, et qu'il faut étudier maintenant de façon plus précise. Mais retenir quand même que s'il s'agit de parler de groupes susceptibles d'être discriminés, des sociaux, sont la cible principale, en fait, sont le groupe le plus susceptible
d'être victime de discrimination. Je parlais du 25 % tout à l'heure. On a posé des questions, c'est volontairement qu'on a posé des questions fortes, okay? Parce qu'on voulait vraiment que les opinions soient distinctes. Quand on demandait, ici une échelle qui n'est pas une échelle ordinaire, hein? On disait, est-ce que la société est trop ouverte, assez ouverte, peu ouverte, pas assez ouverte? Normalement, on n'aurait pas dit trop ouverte, on dit très ouverte. Okay? Et c'est volontairement qu'on a dit trop, parce qu'on voulait vraiment chercher ceux qui disent que c'est trop. On considère quand même 60 % presque des gens disent, bon, c'est assez ouvert. Puis qui ne considèrent pas ça négatif, sinon on a dit c'est trop ouvert. Mais on a quand même ici à peu près 25 % de gens trop ouverts. C'est le même 25 % que tout à l'heure. Puis c'est lui qui revient, en fait, constamment. Puis on va le voir sur toutes sortes d'autres expressions. Ouverture à géométrie variable, ça c'est un tableau qui est intéressant. C'est une série d'énoncés qu'on a fait à certains moments dans le questionnaire et qu'on va chercher l'appui que les gens donnent à ces énoncés-là. Le premier énoncé, c'est l'expression « Les communautés culturelles doivent conserver certaines de leurs traditions pour enrichir notre société ». Après, c'est 80 % des Québécois sont d'accord avec ça. Et donc, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus et qui, en fait, s'oppose à d'autres idées qu'on a parfois, comme on est dans une société qui est intolérante, etc. Mais vous voyez, 78 %, on est encore, la contrepartie, c'est encore notre 25 %. Il faut toujours comprendre ce que ça veut dire. Mais j'ai trouvé ce truc-là intéressant. 58 %, 57,5 disent, là, il y a des marges d'erreur de 3 %, de moins 5 % sur des enquêtes comme ça. Donc, quand vous avez quelque chose à 57,5, c'est une fausse précision. On peut dire 57 % ou 58 %. Il est normal de modifier certaines de nos pratiques sociales pour nous adapter à la diversité culturelle de notre société. Alors, c'est quand même intéressant. Presque 60 % disent oui, on peut changer nos habitudes. D'ailleurs, au plan sociologique, c'est ce qui se produit. L'essentiel des ajustements ne sont pas faits par la loi, mais par la façon dont les gens cohabitent les uns avec les autres. Alors, il y a quelque chose là qui est intéressant. Maintenant, si on leur dit, pensez-vous qu'on peut modifier la loi pour adapter la loi à la diversité culturelle, à la diversité sociale, ou au fait que les citoyens viennent d'autres origines? Non. Ça veut dire que oui, on peut s'ajuster. Oui, il y a la possibilité de garder une référence forte à nos origines. Mais en fait, s'il s'agit de changer la loi, non, ça, c'est pas possible. Et on n'est pas les seuls là-dedans, parce qu'au Canada, c'est 62 % qui disent qu'il ne faut pas changer la loi pour adapter ça à une personne d'autres origines. Ça, c'est une des questions qu'on pouvait transférer. Donc, il y a quelque chose là à réfléchir. Ce n'est pas tellement sur la diversité, mais sur le rôle de la loi ou la signification que la loi comporte pour les individus. C'est quoi la loi pour les gens? Et puis, comme je le disais au début tout à l'heure, une conception relativement rigide de ce que c'est. Après ça, on tombe sur d'autres éléments, puis là, vous allez voir, notre 25 % réapparaît, là, mais dans des proportions qui viennent. Ici, quand on oppose la réalité, c'est volontairement qu'on a fait ça, l'intérêt des Québécois qui sont déjà au Québec, avec l'intérêt de personnes qui sont issues de l'immigration ou qui viennent de minorités ethniques, volontairement, on les oblige à... On dit, lorsque l'emploi devient rare, les employeurs devraient prioriser l'embauche de Québécois plutôt qu'il y a 38 %, 39 % des gens qui sont d'accord avec cette idée. Donc, quand on force le trait en disant, bon, c'est vous ou eux, là, on voit qu'il y a une résistance. Et, mais c'est quand même 40 %, c'est pas 90 %. Il y a quand même là une première expression là, d'une forme de résistance. Le Québec change trop rapidement à cause des minorités ethniques. 35 % des gens qui croient. Ce tiers-là, c'est un peu le tiers dans la périphérie du 25 % du noyau plus dur, qui lui apparaît sur les autres énoncés. Maintenant, on trouve la même chose au plan canadien. C'est la même chose au plan canadien. On trouve la même chose sur d'autres énoncés, mais là, on tombe vraiment sur les noyaux les plus durs. La société québécoise est trop ouverte, c'est ce qu'on a vu tantôt. Les policiers ont tout à fait raison, plutôt raison d'intervenir de façon plus ciblée auprès des minorités ethniques. Toujours dans le 25 % de ce noyau dont on a parlé. Une opinion plutôt négative, plus ou moins positive à l'égard des personnes d'autres origines ethniques. Alors, vous avez ici, carrément, toujours à peu près la même proportion de gens qui, là, disent... Et ça, c'est très important d'entendre ça. Parce que la question n'est pas de savoir qui a raison, c'est de savoir dans quelle société on vit. Et si on veut continuer, si on réfléchit aux paramètres généraux dont j'ai parlé, sur quoi est fondée la charte, sur l'idée qu'on peut vivre les uns avec les autres, indépendamment de notre spécificité ou des différences qu'on a les uns par rapport aux autres, il faut quand même savoir ça, qu'il y a une certaine résistance par rapport à cette idée-là, dans différentes formes. Et on est allé très loin aussi en demandant cette fameuse question que personne n'ose poser. Est-ce que la situation serait meilleure au Québec si les immigrants retournaient chez eux? 15 %. Eh bien, ça, c'est vraiment, on est au cœur de l'affaire. Hein? Et quand j'étais en Europe, je parlais de ça avec Pierre Soudan tout à l'heure, au milieu des années 80, 15 %, c'était ça que le Front national ramassait.
Okay? Et puis j'en avais parlé avec le sociologue Georges Labo, qui avait fait de la sociologie électorale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puis il m'avait dit, en fait, il a toujours été là. C'est juste que là, il y a une offre politique pour que ça s'exprime. Mais tant qu'il n'y avait pas d'offre politique, il était pareil, ça 15%. Et donc, je ne veux pas dire que c'est toujours ça, ça peut être plus élevé, ça peut être moins élevé, mais il y a quand même toujours une proportion de la population qui a réellement des problèmes par rapport à la question de l'immigration. Il faut savoir ça aussi. Mais ce n'est pas 90%, c'est 15%. Donc, il faut toujours remettre les proportions où elles sont, en fait, si on veut comprendre quelque chose. Puis là, comme je vous dis, on est vraiment là, les inquiétudes, les résistances sont beaucoup dans ces espaces-là, en fait. On a parlé des accommodements là, par la suite, parce que sur la question des droits, dans l'abstrait, beaucoup de choses sont possibles. Est-ce que vous croyez que oui? Est-ce que les gens, oui? Bon, ça va. Si on commence à parler d'accommodement, là, ça commence à accrocher. Donc, en fait, les gens sont plus ouverts à la diversité qu'aux accommodements, d'une certaine façon. Mais encore là, dans l'abstrait, ils sont assez d'accord à ce qu'il y a des accommodements, même si l'idée d'accommodement, ça s'est révélé de plusieurs façons différentes, et toujours accroché à la question d'accommodement religieux. Et nous, on a, juste pour indiquer un peu, on a utilisé différentes expressions pour éviter de connoter les questions, les réponses. Donc, dans beaucoup de cas, on parlait d'arrangement. Après ça, on a parlé d'accommodement. Puis après ça, on parle d'accommodement raisonnable. Donc, on se retrouve dans une drôle de situation. Les gens sont très d'accord avec beaucoup d'arrangements, sont moins d'accord avec les accommodements, puis surtout pas s'ils sont raisonnables. Et là, ça prouve en fait que cette expression-là, elle est piégée. C'est une expression qui est brûlée. Et que si on doit réfléchir à la façon dont la loi assure, protège la possibilité d'une interaction positive entre gens d'origine différente ayant des besoins et des références différentes, il faut peut-être nommer ça autrement. C'est un peu difficile, on en parlera à la Cour suprême. Mais il y a quelque chose là, en tout cas au plan, je dirais, du public, au plan du rapport à la diversité, à réfléchir. Bon, alors, les accommodements, les gens, vous voyez, c'est des proportions presque stratosphériques, là, tu sais, pour les personnes handicapées, femmes enceintes, les femmes qui ont des enfants, les personnes ayant des problèmes de santé mentale, tu sais, 95%. Bon, là, on se retrouve avec les mêmes proportions, à peu près les mêmes groupes que tout à l'heure. Tu sais, si on parle, par exemple, des Autochtones, minorités visibles, personnes de diverses orientations sexuelles, personnes issues de l'immigration, là, on est autour de notre 75%. Mais c'est quand même un appui important. Ce que je veux dire, c'est que dans l'abstrait, les gens sont plutôt d'accord avec cette idée d'accompagnement. Je vais dire quelque chose tout à l'heure sur la question des minorités visibles. Après ça, les personnes qui ont une autre religion, c'est 60%. C'est intéressant parce que même si on dit, ben, c'est quand même important, si vous gagnez un référendum avec 60%, vous gagnez pour vrai, on s'entend. Mais il reste qu'il y a quand même une rupture. Là. Vous voyez quand même une différence de 10 points. Là. Ça coupe ici. Parce que la question religieuse, comme je le dis, est un marqueur. C'est sur cette base-là que la question de la diversité a été posée. C'est toujours là-dessus que les gens construisent leurs références et puis ils résistent davantage. Sur minorité visible, c'est intéressant parce qu'en fait, vous savez, la Commission n'a jamais accordé d'accommodement raisonnable pour la question de minorité visible. Pourquoi? Ben parce que c'est un fait que tu ne peux pas accommoder. Et c'est une question qui avait été posée au Canada, donc on l'a repris pour comparer. Et puis finalement, au Canada, les gens d'accord avec un accommodement pour des raisons liées au fait d'être une minorité visible, seulement 39% des Canadiens sont d'accord avec ça. Ce que je veux dire, c'est que souvent on a l'impression, au Québec, on a des gros problèmes avec l'université, puis que non, mais il faut voir les études qui sont menées au plan canadien. C'est assez étonnant dans certains cas. Soit ils sont à peu près dans les mêmes sentiments que nous, disons ça, les mêmes proportions, les mêmes points de vue, soit ils sont encore plus critiques, en fait, par rapport à cette question d'accommodement dans ce cas-ci. Maintenant, ça, c'est, comme je dis, c'est une abstraction. De toute façon, on va donner des exemples assez précis. Et là, on comprend mieux où ça accroche. Parce que là, c'est pas si mal encore. Tu sais. Maintenant, parce que concrètement, on a travaillé avec la Commission sur des cas d'accommodement souvent proposés, et puis on a fait une liste de ça pour voir jusqu'à quel point les gens adhèrent à ça. Et là, vous constatez en fait que pour beaucoup de ces accommodements-là, les appuis sont très forts. L'adaptation d'un commerce facilite l'accès aux clients handicapés. Je ne dis pas que c'est facile, hein, parce qu'honnêtement, on sait très bien qu'il y a beaucoup de résistance à l'adaptation des commerces. Par exemple, aux personnes handicapées, parce qu'il y a des coûts, il faut monter une passerelle, en tout cas, etc., de réussir à y parvenir. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y a des coûts aussi liés à ça. Mais tout de même, en principe, là, c'est 100% des gens qui sont d'accord avec ça. OK, puis la possibilité de participer à des activités récréatives en présence d'un chien pour aveugle, etc. S'absenter du travail pour une cure de désintoxication, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire l'intégration de l'idée que la toxicomanie est une maladie, et pas uniquement
un problème de caractère personnel. L'aménagement des horaires de travail pour permettre à un parent de chercher ses enfants, permission d'un étudiant en difficulté scolaire qui prend plus de temps pour ses examens, ce que on accorde constamment à l'université, puis dans la plupart des institutions scolaires, où on est plus sensible à la condition cognitive des personnes. Bon. Sur ces trucs, on trouve quand même un appui très large. Où ça casse, mais là, ça casse de quasiment 40 sociologiquement, c'est énorme. C'est toute la question religieuse encore qui revient, et là, surtout sur des cas très précis, parce que c'est ça qu'on voulait tester. Par exemple, prise en compte des exigences alimentaires dans les cafétérias des écoles, accorder des congés particuliers pour des raisons culturelles. Ça, c'est une question qu'on savait plus ambiguë. Pourquoi? Parce que ça peut laisser supposer qu'ils ont plus de congés que les autres. Et donc, la mesure, il faut faire attention à la mesure. Attribution d'espaces de prière dans les collèges et les universités. Vous voyez, là, ça tombe, en fait. On est en dessous. Il n'y a pas de majorité qui appuie ça. Une question qu'on n'a pas travaillé suffisamment, mais on ne s'y attendait pas. Puis, en fait, on avait des contraintes objectives dans un questionnaire. 25 minutes, c'était déjà beaucoup. C'est la question de la tolérance par rapport à l'usage de langues différentes dans les cours. Ça, c'est intéressant. Il y a une vraie problématique ici, sur laquelle on comprend dans la logique ou dans le contexte québécois, là, qui construit très largement son identité sur la question de la langue. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup travaillé là, parce qu'on n'avait pas assez de données pour le faire, mais ça fait partie des choses sur lesquelles il faudrait travailler. Mais la langue, c'est toujours un cas spécifique. Alors, vous voyez, en fait, à partir du moment où on parle ici d'accommodement assez concret, et même dans des trucs assez simples, hein, vous savez que, par exemple, proposer, pour ajuster les exigences, répondre aux exigences alimentaires des groupes religieux, dans beaucoup de cas, il s'agit juste de donner une option pour un plat végétarien, c'est aussi simple que ça. Mais dans l'imaginaire, en tout cas, ça pose problème et il faut le voir, il faut le constater. Un élément que j'indique tout de suite, et on va le voir plus tard, ça s'est fait de toutes sortes d'autres façons. Les exemples qu'on a pris sont des exemples dans les espaces publics. Cafétéria, le bar public, une cafétéria, l'école, l'université, le collège. Et donc, cette question-là de l'espace public est revenue sous d'autres formes. Sur le coup, on ne savait pas interpréter ça. Mais à la faveur d'autres questions qu'on a posées, on s'est rendu compte que ce n'est pas nécessairement l'expression de la diversité religieuse qui pose problème, c'est l'expression publique. Ce n'est pas le fait d'adhérer à une religion ou pas, encore que les Québécois ont leur point de vue sur la religion, mais c'est le fait de le faire public. Et tout ça, évidemment, nous amène à discuter des questions, par exemple, du port, des signes religieux, etc., qui est une question qui s'est posée encore récemment. Accorder des congés particuliers pour des raisons culturelles, on avait des proportions équivalentes en 2007, c'est des proportions équivalentes concernant aux exigences alimentaires en 2007-2008. Les autres sondages menés là-dessus montrent qu'il n'y a pas eu de variation sur ce point de vue-là depuis 10 ans et que les mêmes résistances sont là. Donc, comme je dis, accommodement, ouais, peut-être, accommodement comme ça, accommodement raisonnable, alors, c'est ce que ça donne. C'est-à-dire qu'est-ce que les accommodements sont très justifiés, plutôt justifiés, peu justifiés. Là. Alors, 46% des gens, ouais, OK, c'est plutôt justifié, là, mais c'est quand même, il n'y a pas de majorité là-dessus, là, on s'entend. Et il y a une résistance sur l'idée de, à partir du moment où les accommodements sont raisonnables, ils posent problème, là, d'une certaine façon. Maintenant, ça a déjà été dans des proportions plus importantes. En 2007, 35% des gens seulement étaient en faveur des accommodements raisonnables. Donc, on avait une plus grande proportion de gens qui résistaient à cette idée-là. Et c'est d'où l'importance de mener ces enquêtes-là périodiquement. Il est possible peut-être que dans 5 ans, cette question-là ne sera plus à l'ordre du jour, ne posera plus les mêmes problèmes. Mais pour l'instant, on doit constater qu'il y a encore une résistance sur la notion même. On a posé des questions sur le profilage policier, et là, on voit l'effet de contexte, c'est-à-dire le fait qu'il y avait des manifestations dans la période de tous les jours, tous les journaux, dans la période où on a enquêté. Est-ce que les policiers sont justifiés, évidemment, de cibler certains groupes particuliers, les manifestants, 60%, les jeunes, qui se trouvaient justement avec les mêmes manifestants, 46%. Mais ce qui questionne, c'est les groupes religieux, les itinérants, les autochtones, les groupes ethniques, les personnes de couleur. On se retrouve quand même dans des proportions où il y a une forme de tolérance à l'idée que les policiers peuvent se fonder sur ces critères-là pour intervenir de façon plus ciblée. Et là, il y a quelque chose à réfléchir. Dans la commission a mené des recherches elle-même spécifiquement sur ces questions-là. Et il y a encore à travailler avec les corps policiers, mais c'est du travail qui est fait, notamment, et puis bon, évidemment, la situation emblématique de certains policiers pose aussi la question des conditions de l'action policière. Et donc, il y a quelque chose là à réfléchir, mais souvent à partir des mêmes groupes, dans les mêmes proportions, et toujours à peu près dans les mêmes proportions. Facteur sociologique, on va conclure là-dessus, mais vous allez voir, il y a quand même encore à dire. On dit, bon, ça c'est beau, c'est les réponses aux questions qu'on pose dans l'absolu. Mais qui dit quoi, en fait? Qui
c'est ça qui devient important. S'il faut réfléchir de quelle façon est-ce qu'on travaille avec les différents groupes sociaux en fonction de leur point de vue sur la diversité, on s'est d'abord intéressé à l'opinion générale par rapport aux religieux, parce que, comme je dis, c'était inévitable qu'on traite davantage ça. On a posé une question qui n'est jamais posée, en fait, dans aucun sondage. On a vraiment eu la chance on a fait des trucs là. Puis on vivait un peu dangereusement quand on fait ça. On demande aux gens, écoutez, considérez-vous que la religion, c'est plus globalement positif, quelque chose plus globalement négatif? C'est une question qu'on avait pensé poser dans le cadre de la commission Richard Taylor, mais qu'ils ont eu finalement la finesse de ne pas poser. Nous, on l'a pris. On l'a posé, et ça donne ça. 45% des Québécois considèrent que la religion, c'est un phénomène globalement négatif. Évidemment, là, ça doit être mis en rapport avec l'histoire politique du Québec lui-même. C'est assez étudié, c'était déjà su par les spécialistes qui travaillent dans le domaine de la sociologie des religions. Mais là, évidemment, on le mesurait, et vous allez voir, ça prend aussi d'autres expressions, notamment par rapport à l'expression publique de son appartenance religieuse. Il n'y a pas d'équivalent à ça, mais j'ai quand même été pigé dans les études américaines pour voir est-ce qu'on pouvait apprendre quelque chose. Est-ce que les Américains sont comme nous là-dessus? Évidemment, on sait que les Américains ne sont pas comme nous là-dessus, parce que la plupart des Américains sont religieux. Il y a seulement 20% de la population américaine qui considère n'avoir aucun rattachement religieux particulier. 80% des Américains considèrent et adhèrent à une confession particulière. Et donc, on a essayé de voir si eux voyaient, est-ce que la religion, est-ce que c'est globalement positif ou globalement négatif? La question n'a pas été posée comme ça. Mais on posait aux gens la question suivante. Actuellement, considérez-vous que la référence religieuse est en train de perdre de vitesse dans la société américaine? Et puis, la plupart des gens considèrent, oui, que les références religieuses sont en perte de vitesse. Après, on leur a demandé de trouver ça globalement positif ou globalement négatif. C'est pas exactement la même chose, mais... Et là, on se rend compte qu'en fait, 90% des gens qui affirment une appartenance religieuse spécifique, catholique ou protestante, 90% d'entre eux considèrent que c'est négatif. Et espèrent que les références religieuses vont continuer à être importantes dans la société américaine. Si on prend les gens qui n'ont aucune confession religieuse, on tombe à 49% qui disent finalement, qui disent que ce déclin-là est positif. Bien, cette proportion-là, c'est exactement la même. Hein? Dans le fond, 45, 55, c'est 50, 50. C'est qu'il y a 50% des gens qui pensent que la religion, c'est globalement négatif. Et puis, quand on demande aux Américains qui n'ont pas de confession religieuse s'ils pensent que le déclin de la référence religieuse dans l'espace public est un problème, 50% disent non, c'est pas un problème. Donc, dans le fond, les Québécois se comportent exactement comme les Américains qui n'ont pas de référence religieuse, qui n'affirment aucune référence religieuse. La seule différence entre les Américains et nous, c'est qu'au Québec, les gens qui affirmeraient n'avoir aucune référence religieuse particulière est sans doute plus importante en proportion que chez les Américains. Cela étant, cette proportion-là est difficile à mesurer. On sait que Statistique Canada, lors du recensement, mesure toujours la question de la référence religieuse. Et puis même les gens qui ne vont pas à la messe ne sont jamais allés, puis ils n'iront jamais, pour ce qui est des catholiques, réfèrent quand même au fait qu'ils sont d'origine catholique. Et donc cette mesure-là est un peu imprécise. On est toujours surpris de voir que 80-85% des Québécois continuent à dire qu'ils sont d'origine catholique, alors qu'en fait, c'est la façon dont la question est posée, fait qu'ils sont quasiment obligés de dire ben, mes parents étaient catholiques, donc moi je suis catholique. Et donc, sur cette question, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais donc, je dirais, quand même, globalement, on réagit comme des gens qui n'auraient pas de référence religieuse particulière par rapport aux religieux. On a posé une autre question. Est-ce que, croyez-vous qu'il faut se méfier, en fait, des gens qui affirment trop clairement leur religion? Encore là, 44% des gens disent oui, il faut se méfier des gens qui affirment trop clairement leur appartenance religieuse. C'est la même proportion. Donc, on est en face d'un rapport religieux qui est problématique. Et ça s'exprime, c'est très corrélé. Les gens qui ont une conception globalement négative de la religion se méfient des gens qui affirment publiquement leur religion. C'est cohérent, mais c'est des phénomènes et c'est des perceptions qui se renforcent mutuellement. C'est une chose qui avait déjà été constatée dans le cadre de sondages antérieurs, où on avait constaté que finalement, c'est pas tellement le fait, on avait demandé dans le religieux, qu'est-ce qui vous dérange, le port du voile ou des ornements religieux, ça posait des problèmes. La prière, moins de problèmes. Le jeûne du ramadan, pas trop de problèmes. Interdiction de boire, il peut bien boire de l'eau s'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, cette conception-là des choses permettait de distinguer les situations où l'expression religieuse est publique, puis les cas où les expressions religieuses sont privées. En fait,
en fait, il y a une certaine indifférence par rapport au fait de vivre personnellement la religion. Là que ça accroche, c'est lorsque c'est affirmé publiquement. Et ça confirme, en fait, et ça concorde avec ce qu'on a mesuré quand on donne des exemples de commandements raisonnables, toujours dans des espaces publics, c'est là que ça accroche. Et c'est là où une réflexion doit être menée. Parce qu'au plan de la charte, évidemment, c'est pas tellement l'appartenance religieuse que le fait que ça constitue une expression de la liberté d'expression, c'est une forme de la liberté d'expression. Et donc, abordé comme ça, évidemment, c'est forcément public, parce que la liberté d'expression, c'est une expression publique. Et donc, là, il y a quelque chose là, et je dirais qu'on a peut-être là cerné le noyau le plus dur de l'affaire, et sur lequel, et les accommodements, évidemment, si c'est l'accommodement, on donne des exemples d'accommodement dans les lieux publics, bien évidemment, c'est toujours le même système de référence. C'est autour de ça, je dirais, qu'il faudrait éventuellement travailler, si on veut parler encore du religieux et des accommodements. D'ailleurs, ce n'est pas nécessairement la géométrie variable, c'est aussi l'expression religieuse. Oui, mais quelle expression? Par exemple, le port de la croix, ça achale seulement 5% de la population. Le port de la kippa, 25%, le turban, 30%, le port du voile, 50%. Donc, en fait, c'est en fonction de la religion tout de même. Et donc, comme j'ai dit, beaucoup des questions liées au droit se sont cristallisées autour du religieux beaucoup autour des accommodements, puis des accommodements beaucoup tout de même autour d'une religion particulière, plutôt la religion musulmane pour l'instant. Mais en fait, c'est un truc qui est assez évolutif. On est obligé de réfléchir, je dirais, pour la croix, là, juste pour vous parler de ça, parce que quand même, les croix, il y en a pas mal, ça veut dire qu'il y en a un peu partout. Mais dans une société, même sécularisée, ou qui a été une ancienne société très marquée par la référence religieuse, lorsqu'on est constamment en rapport avec des signes qui sont des signes d'origine religieuse, la signification religieuse de ces signes-là peut s'émousser avec le temps. C'est-à-dire porter une croix, dans beaucoup de cas, c'est considéré comme plutôt esthétique ou un signe esthétique qu'un signe religieux. Ça redevient un signe religieux si on se trouve dans une espèce de guerre d'affirmation de son appartenance religieuse. Autrement, ça rentre dans l'esthétique générale. Et donc, ça passe pratiquement inaperçu. C'est pour ça que, alors que pour quelqu'un d'une autre religion, c'est pas du tout inaperçu. Il n'est pas quelque chose d'insignifiant. Okay? Et donc, il y a quelque chose à réfléchir autour de ça, mais on sait que c'est vrai que sur le port du voile, il y a une plus grande réticence, et nette, mais elle a déjà été supérieure. C'était 62% il y a 10 ans. Et puis en France, c'est 85-80%. Et donc, il faut relativiser ça, mais il faut juste le savoir. Actuellement, ça reste encore parce que les débats se sont cristallisés autour de ça. Mais le vrai problème, au fond, est sans doute beaucoup plus lié au rapport au religieux qu'au rapport à une religion spécifique, même si le contexte international favorise finalement une plus grande inquiétude par rapport à certaines expressions d'appartenance religieuse. Tout le reste va dans le même sens. L'opinion plus ou moins positive que vous avez par rapport aux personnes d'autres religions est très corrélée avec la méfiance que vous avez par rapport à ceux qui affirment trop publiquement leur religion. Et c'est la même chose pour les autres formes. Si vous considérez que la religion, c'est globalement négatif, vous vous méfiez davantage de ceux qui affirment trop publiquement leur religion, etc. Vous êtes plus méfiant par rapport aux accommodements, etc. Tout ça va dans le même sens. Okay? Si vous vous méfiez des gens qui affirment publiquement leur religion, ben, vous êtes plus méfiant par rapport aux accommodements. Même si la plupart de ces commandements-là, en fait, ne sont pas liés à l'expression publique de la religion. Et là, on a des amalgames qui expliquent un peu le positionnement des répondants. Bon, on arrive pas mal à la fin, là, où vraiment vous vous endormiez. Les facteurs qui jouent, deux facteurs sociodémographiques clairs, l'âge et la scolarité, ils sont très corrélés. Plus les gens sont âgés, moins ils sont scolarisés pour des raisons historiques qu'on connaît. Plus ils sont jeunes, plus ils ont la possibilité d'aller longtemps à l'école. Et conséquemment, c'est des choses qui vont très bien ensemble, je peux dire. Et donc, c'est constant. Plus les personnes sont âgées, plus ils se méfient, par exemple ici, de l'affirmation publique de l'appartenance religieuse. Si vous avez vécu au Québec dans les années 60, 70, vous avez été socialisé avec les gens de cette cohorte, c'est des effets de cohorte, ça. Vous allez vous méfier davantage de l'expression publique de la religion. C'est la même chose pour la scolarité. Plus vous êtes scolarisé, plus généralement, vous avez une opinion positive des gens d'autres religions. Sur la question de l'âge, juste ici, revenir là-dessus, on a eu à réfléchir pas mal sur cette question-là des plus jeunes, 18-24, 24-34, 25-34. Ces groupes-là, et les études américaines tendent à confirmer ça, c'est pas tellement leur intérêt pour la religion, c'est leur désintérêt pour la religion. C'est qu'au fond, ils s'en foutent. Et à la limite, tu peux même faire ce que tu veux.
Et ce sont des éléments qui jouent à ce moment-là. Il faut tenir compte que les gens qui peuvent avoir une certaine aversion par rapport à une appartenance religieuse ou par rapport aux gens qui sont porteurs d'une autre référence religieuse ne sont pas nécessairement en opposition symétrique dans leur opinion avec celle des jeunes. C'est pas parce que les jeunes ne sont pas religieux, c'est juste parce qu'ils s'en foutent, dans beaucoup de cas. Alors que les personnes plus âgées, c'est parce qu'ils s'en foutent pas. Alors il faut être capable d'avoir cette finesse-là dans l'analyse et ça nécessite dans certains cas qu'on travaille plus finement sur ces questions-là. Bon, la scolarité ne joue pas beaucoup, mais l'élément en fait le plus central dans tout ça, ce n'est pas l'âge et ce n'est pas la scolarité, même si c'est très corrélé, c'est la proximité. En fait, le facteur sociologique qui joue le plus, c'est d'avoir ou pas fréquemment des relations avec des personnes différentes, quelle que soit cette différence. Et là, on le voit pour le religieux. Si vous avez des rapports plus fréquents ou moins fréquents, le risque d'avoir une opinion négative augmente si vos rapports sont peu fréquents. Et la possibilité d'avoir une opinion positive augmente avec la fréquence des relations avec les personnes d'autres religions. Et donc, ce sont donc des réalités qui ne sont pas nécessairement ontologiques. C'est pas parce qu'il est plus vieux ou scolarisé, même si ça joue. C'est que la chance d'avoir des rapports continus avec des personnes différentes de soi, une plus grande diversité de références. Si tu es étudiant à l'université, cette proportion-là est beaucoup plus élevée que si tu vis dans un petit quartier où tout le monde est là depuis 40 ans, sans jamais avoir déménagé, puis sans jamais avoir vu arriver. Et on a vu ça lors de la commission Bouchard-Demer, les points de vue les plus craintifs, virulents même par rapport à la question de diversité ethnique et religieuse, c'était dans les milieux où il y avait très peu de gens issus de l'immigration, en fait. Et sur le coup, on se demande. Et là, on voit comment l'imaginaire joue. Donc, oui, l'âge, oui, la scolarité, mais la proximité, la fréquence des relations. C'est assez encourageant parce que la réalité, c'est cette diversité-là et cette proximité-là va augmenter avec le temps. Ça va absolument monter avec la marée. De sorte qu'on va aller de plus en plus vers le constat même de la diversité. Normalement, c'est corrélé avec une plus grande acceptation de ça. Un philosophe me posait cette question en disant, oui, est-ce que dans certains cas, la proximité ne peut pas avoir l'effet contraire? Ça peut être une expérience négative. C'est possible qu'il y ait des expériences négatives qui alimentent en fait du fait de la cohabitation une plus grande réticence par rapport aux gens d'autres origines, par rapport à la diversité. Mais ce n'est pas la tendance. Actuellement, ce qu'on constate sur le grand nombre, c'est que la proximité favorise la cohabitation, l'acceptation de différents, et c'est une chose qui va aller d'elle-même. Et c'est la même chose sur la condition sociale par rapport aux assistés sociaux. Les gens qui n'ont jamais de rapport avec les assistés sociaux sont plus craintifs et ont une opinion plus négative des assistés sociaux que ceux qui ont des rapports réguliers avec des assistés sociaux. C'est la même chose avec les gens des minorités, etc. La tendance est dans toutes les variables. C'est la proximité, en fait, qui essentiellement explique la plus grande capacité la facilité de cohabitation. Les facteurs idéologiques, maintenant, c'est la conclusion de la conclusion. Et c'est ça sur quoi maintenant il faut travailler, nous, en tant qu'équipe. Okay? On s'est rendu compte qu'au-delà de tous ces facteurs, qui sont des facteurs plus classiques, mais il faut commencer par ça, il y a d'autres facteurs qui ressortent, qui sont des facteurs de type idéologique. Deux facteurs qui se distinguent là-dedans. Le premier facteur, c'est la croyance que les gens ont dans l'idée d'égalité. C'est très tocquevillien comme approche. L'idée que l'égalité est la condition de nos rapports les uns avec les autres, ou le fait de considérer, non, qu'il y a des inégalités sociales, puis ces inégalités sociales-là, il faut les accepter. Plus les gens ont une propension à accepter l'inégalité comme un fait qu'on ne peut pas éviter, plus ils sont susceptibles d'être critiques et méfiants par rapport à la diversité. Plus les gens croient que l'égalité est une chose qu'il faut chercher à atteindre, plus leur rapport aux autres est positif, quelle que soit la forme de leur condition personnelle, de leur origine ou de leur religion. Et donc, il y a quelque chose là-dedans qui est plutôt d'ordre idéologique, les idées, ce à quoi on croit, et à quelles conditions on croit que la société est possible. Autre variable, ça, on a pu obtenir ça qu'avec l'analyse multifactorielle de correspondance, je ne sais pas, puis avec aussi d'autres types d'analyses. On a beaucoup travaillé à partir de perspectives multivariées. On n'a pas encore publié là-dessus, mais c'est très parlant et ça se distingue. Et ces facteurs-là jouent plus encore que les facteurs sociodémographiques. C'est encore plus marquant au plan de la signification. Autre facteur idéologique, la perspective sur l'ordre, c'est-à-dire les gens qui croient à l'autorité, qui croient que l'ordre est la condition de la stabilité sociale, sont, à contrario, ceux qui craignent le plus le changement, et conséquemment, qui sont les plus réticents à toute forme d'expression de la diversité
qui est vraiment en question d'homogénéité conséquemment est facteur de désordre. Et ça, c'est le deuxième profil qu'on a repéré, les law and order, les gens qui croient que la société tient parce qu'elle est homogène d'une certaine façon et que l'ordre de la société est assuré par cette homogénéité-là, qui en général appuie l'idée que les policiers doivent intervenir, que le gouvernement doit être sévère, que les juges ne donnent pas de sanctions assez importantes dans les infractions pénales criminelles. Ça participe en fait d'un ensemble de représentations qui sont complémentaires et ça joue énormément. Ce n'est pas la même chose que l'idée de liberté, mais ce sont des groupes quand même différents, mais on voit que c'est des tendances qui jouent. Bon. La poursuite, il faut faire ces analyses multifactorielles dont j'ai parlé. Normalement, on s'est entendu avec les preuves de l'Université Laval pour donner une suite au rapport qu'on a rédigé. Là, il faut le décrire maintenant. C'est une étude qui devrait être reprise périodiquement tous les 2-3 ans. Pas tous les ans, c'est très coûteux, puis il n'y aura pas d'évaluation significative. Il faut peut-être ajouter à ça des recherches plus qualitatives. Sur la question, par exemple, des gens, des aspects sociaux, la méfiance par rapport aux personnes qui sont dans cette condition sociale-là, ça ne peut pas facilement être étudié. On peut en faire des sondages quand on veut là-dessus, mais à un moment donné, il faut quand même aller voir ce que les gens vont dire. Et ça, c'est à étudier. Je pense que toute la partie qualitative de la recherche doit être poursuivie. C'est une chose qu'on peut envisager dans les prochaines années. Fouiller mieux, comprendre mieux. Qu'est-ce qu'il y a, la rationalité derrière les chiffres. Et puis, poursuivre sur certains aspects inattendus. Il y en a dont on n'a pas parlé. Il y a la question de la langue dont on a parlé. On a quand même été capable de mesurer que les gens qui affirment avoir une plus grande appartenance, une plus forte appartenance religieuse, sont plus dubitatifs par rapport à la question de l'égalité des hommes et des femmes. C'est une chose qu'on dit rarement. La recherche peut se permettre de constater ça. Et c'est significatif. Donc, il y a quelque chose là à comprendre mieux. Parce que ça fait partie du phénomène aussi de la cohabitation les uns avec les autres. Alors voilà, là, la discussion, trop parlé, je vais me dépasser.